Bienvenue, petit dormeur. Je suis là pour te raconter des histoires aujourd'hui et t'aider à t'endormir profondément et paisiblement. Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires du soir. Dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes et à quelle heure il est. Mon cousin Bryce a toujours dit que j'avais plus d'entêtement que de bon sens. Ce dimanche matin, dans les Cascades, il a eu raison de la pire manière possible. Je conduisais une vieille Chevrolet Silverado cabossée à travers le col de Stevens, transportant des cartons remplis de tout ce que je possédais après mon divorce, finalisé 3 mois plus tôt. La plupart des gars de ma promotion de 2005 avaient déjà des hypothèques et élevaient leurs seconds enfants. Mais me voilà, en train de déménager de Portland à Spokane pour un poste de superviseur d'entrepôt, une promesse de nouveau départ. Le trajet à travers les montagnes durait habituellement 4 heures, un trajet que j'avais fait des dizaines de fois pour rendre visite à Bryce pendant ses années d'université à Gonzaga. Ce matin-là, le ciel était gris mais calme, typique de l'hiver du nord-ouest Pacifique, bas et lourd au-dessus des sapins. Je suis parti à 7 heures, pensant arriver bien avant le dîner, avant que le mauvais temps ne s'installe. La radio mentionnait un système météo en approche, mais les prévisions dans cette région changeaient toutes les heures. J'avais appris à les prendre avec des pincettes. À 60 miles à l'est d'Everett, un panneau électronique clignotait son avertissement, chaînes obligatoires. Considérez un itinéraire alternatif. Je me suis arrêté dans une station Shell pour faire le plein et prendre un grand café. La femme à la caisse, une dame robuste avec des lunettes bifocales et un cordon du Seattle Seahawks autour du cou, m'a demandé où je me rendais. Quand j'ai mentionné le col de Stevens, elle a incliné la tête et m'a regardé comme si je venais de lui annoncer que j'allais traverser le Pacifique en kayak. Elle m'a dit que le col était un vrai chaos depuis une semaine, que 2 camions s'étaient renversés là-bas vendredi et que les chasse-neige peinaient à suivre. Le mieux, selon elle, était de faire un détour par Wenatchee, ce qui ajouterait peut-être 3 heures, mais garantirait que j'arrive à destination. J'ai remercié, pris mon café, et suis retourné à mon camion sans changer mes plans. Bryce m'attendait pour le dîner. J'avais une réunion d'intégration le lundi matin, et ces éclats de ciel bleu à l'est me semblaient un bon présage. La neige a commencé à tomber environ 20 minutes après la station-service. Des flocons légers d'abord, qui dansaient sur mon pare-brise comme des confettis. Je me souviens avoir pensé que c'était presque joli, la façon dont les flocons captaient la lumière grise du matin en descendant à travers les douglas qui bordaient l'autoroute. Mais en 15 minutes, ces flocons légers s'étaient transformés en quelque chose de bien plus menaçant. Les essuie-glaces passaient d'un balayage occasionnel à un rythme constant, luttant pour suivre l'accumulation. J'ai réduit ma vitesse de 60 à 50, puis à 45 miles par heure, regardant la route devant moi se transformer de l'asphalte mouillé en un tapis blanc qui s'épaississait à vue d'œil. Les autres véhicules s'étaient considérablement raréfiés. J'en ai croisé peut-être 3 allant dans la direction opposée, tous recouverts de neige et avançant avec prudence. Une partie de moi, la partie sensée que j'avais passé 30 ans à ignorer, me suggérait de faire demi-tour. Mais j'avais déjà trop avancé, dépassé la dernière sortie facile, et la partie obstinée de mon cerveau insistait pour dire que le pire serait passé une fois le sommet franchi. J'ai atteint le dernier point d'avertissement vers 10 heures du matin. Une barrière physique avec des lumières clignotantes et un panneau indiquant « Route fermée ». Ne pas entrer. Conditions météo sévères. Une voiture de patrouille de l'autoroute était garée à côté de la barrière, ses vitres complètement obscurcies par la neige accumulée. Et je pouvais voir des traces de pneus dans la neige fraîche, là où d'autres véhicules avaient clairement contourné la barrière. Ce détail a scellé ma décision. Si d'autres avaient forcé le passage, alors la fermeture n'était probablement qu'une précaution, une procédure standard pour des raisons de responsabilité. J'ai contourné les cônes oranges avec mon Silverado et j'ai continué à gravir le col, me disant que je serais sorti du pire dans 1 heure, peut-être moins. La route montait régulièrement, la neige tombant maintenant si drue que mes phares ne perçaient même pas à 20 pieds devant moi. Je pouvais sentir les pneus perdre de l'adhérence dans les virages. Ce moment écœurant de flottement avant que les rainures ne reprennent contact. Le thermomètre sur mon tableau de bord affichait 19 degrés Fahrenheit et continuait de chuter, et le vent s'était levé suffisamment pour envoyer des rafales de blanc à travers la route et des rideaux latéraux qui rendaient presque impossible de voir les marquages au sol. Le Silverado a finalement abandonné environ 2 miles après le panneau du sommet, bien que je pouvais à peine lire l'enseigne à travers les conditions de blizzard. J'ai senti l'arrière déraper dans un virage, j'ai surcorrigé, et les pneus avant ont heurté un congère qui avait balayé la route comme une vague gelée. Le camion a bondi en avant,
s'est enfoncé jusqu'au pare-choc, et le moteur s'est calé avec un hoquet que j'ai senti dans ma poitrine. J'ai essayé de le redémarrer, j'ai entendu le moteur tourner 2 fois, 3 fois, mais les roues ne faisaient que patiner inutilement sur la neige tassée en dessous. Je suis resté là un moment, agrippant le volant, écoutant le vent hurler contre les vitres et regardant la neige s'accumuler sur le capot en temps réel. Mon téléphone n'affichait aucun signal, pas une seule barre, et l'horloge du tableau de bord indiquait 10h47. J'avais assez d'essence, au moins un quart de réservoir, et je me suis dit que je pouvais faire tourner le chauffage par intermittence pour rester au chaud jusqu'à ce qu'un chasse-neige passe. C'était mon plan. C'est ce que je me suis répété en regardant le monde extérieur disparaître dans un mur de blanc. Il m'a fallu environ 1 heure pour réaliser que je n'étais pas seul sur ce tronçon de route. La neige s'était légèrement calmée vers midi, passant d'un blizzard complet à quelque chose de plus proche de fortes averses. Et c'est alors que j'ai remarqué pour la première fois une forme à environ 50 mètres devant moi, une silhouette sombre à peine visible à travers la brume grise. Au début, j'ai cru que c'était un rocher ou peut-être un congère formé autour d'une glissière de sécurité. Mais en y regardant de plus près, j'ai reconnu la silhouette anguleuse d'un véhicule, une berline, compacte, complètement ensevelie à l'exception du tiers supérieur de sa carrosserie. J'ai plissé les yeux à travers mon pare-brise, essuyant la buée avec ma manche. Et c'est alors que j'ai repéré le deuxième. Plus loin sur la route, sur la droite, incliné d'une manière qui suggérait qu'il avait glissé dans le fossé de drainage. Un monospace, de couleur foncée, son rétroviseur latéral dépassant de la neige comme un périscope. La réalisation m'a envahi lentement. Ces traces de pneus que j'avais suivies après la barrière, celles qui m'avaient fait me sentir justifié dans ma décision, appartenaient à des gens qui avaient fait le même choix stupide que moi. Et aucun d'eux n'avait réussi à passer non plus. J'ai attendu encore 30 minutes avant de décider d'aller vérifier les autres véhicules. La partie rationnelle de mon cerveau se disait qu'il pouvait y avoir d'autres personnes là-bas. Peut-être quelqu'un avec un téléphone qui fonctionnait ou un meilleur plan que de rester dans un camion gelé en espérant un secours. Je me suis emmitouflé du mieux que j'ai pu, une veste polaire, un sweat à capuche en dessous, des gants de travail qui n'étaient pas conçus pour ce genre de froid, et j'ai poussé ma porte contre le vent. La neige montait immédiatement au-dessus de mes genoux, et le froid m'a frappé le visage comme une gifle, aigu et vicieux, au point de me faire pleurer. J'ai marché vers la berline en premier, chaque pas étant une bataille contre les congères, mon souffle formant des nuages épais que le vent emportait instantanément. Il m'a fallu près de 10 minutes pour parcourir ces 50 mètres. Quand j'ai finalement atteint la voiture, une Toyota argentée, probablement une Corolla, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. La vitre côté conducteur présentait des éraflures à l'intérieur. Des marques longues et frénétiques dans le givre, comme si quelqu'un avait griffé le verre. La poignée de porte était remplie de glace, gelée, et quand j'ai essayé de l'ouvrir, elle n'a pas bougé. J'ai essuyé la neige de la vitre et j'ai pressé mon visage contre elle, entourant mes yeux de mes mains pour voir à l'intérieur. La voiture était vide. Un sac à main était posé sur le siège passager. Son contenu était répandu sur les tapis de sol, du rouge à lèvres, un portefeuille, des pièces de monnaie éparpillées comme si quelqu'un avait désespérément cherché quelque chose. Le monospace était pire. J'ai failli ne pas y arriver. Le vent s'était levé à nouveau, et toutes les quelques secondes, une rafale me frappait assez fort pour me faire vaciller sur le côté. Mais j'ai continué, poussé par un besoin morbide de comprendre ce qui s'était passé sur cette route avant mon arrivée. Le monospace était incliné à un angle raide dans le fossé, son avant enfoui si profondément que le capot était complètement invisible sous la neige. En m'approchant, j'ai pu voir que la porte coulissante côté passager était ouverte, ou plutôt, elle avait été ouverte à un moment donné avant que la neige ne la scelle en place. Une épaisse crête de glace remplissait maintenant l'écart, comme si la porte s'était figée en mouvement. J'ai fait le tour jusqu'au côté conducteur. Et c'est alors que j'ai vu les empreintes de pas. Elles étaient presque complètement remplies, juste des dépressions peu profondes dans la neige qui menaient loin du véhicule et remontaient la pente vers la lisière des arbres. Des petites empreintes, comme celles d'une femme ou peut-être d'un adolescent, espacées de manière à suggérer une course. Je les ai suivies des yeux aussi loin que j'ai pu, peut-être 30 pieds plus haut sur la colline avant qu'elles ne disparaissent complètement dans le vide blanc entre les pins. Quiconque avait laissé ces traces avait fui dans la forêt pendant une tempête de neige, et je ne pouvais imaginer aucun scénario où cela se terminait bien. Je suis retourné à mon camion vers 13h, tremblant si fort que je pouvais à peine saisir la poignée de porte. Le froid s'était infiltré à travers mes vêtements, à travers ma peau, s'installant dans mes os comme quelque chose de vivant. J'ai démarré le moteur et mis le chauffage à fond,
tenant mes mains sur les bouches d'aération jusqu'à ce que la douleur dans mes doigts passe de l'engourdissement à une brûlure piquante. Mon esprit ne cessait de revenir à ces éraflures sur la vitre de la Toyota, à ces marques frénétiques qui racontaient une histoire que je ne voulais pas comprendre. La femme dans cette voiture, j'ai supposé que c'était une femme à cause du sac à main, avait essayé de se frayer un chemin vers l'extérieur. La porte devait être gelée, la piégeant à l'intérieur, et elle avait paniqué. Mais la voiture était vide maintenant, ce qui signifiait qu'elle avait finalement réussi à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Peut-être que quelqu'un l'avait aidée. Peut-être qu'elle avait trouvé une autre issue. Je me suis répété différentes versions de cette histoire. Des versions où tout le monde s'en sortait sain et sauf, où les empreintes de pas menant dans les bois appartenaient à quelqu'un qui avait trouvé refuge dans une station de rangée ou une cabane. Mais le sac à main sur le siège, le portefeuille toujours à l'intérieur avec ce que je supposais être des pièces d'identité et des cartes de crédit. Personne ne laisse ça derrière soi à moins de fuir quelque chose de plus urgent qu'une tempête. La température a chuté plus vite que je ne l'avais prévu une fois que le soleil a commencé à descendre derrière les montagnes. Vers 15 heures, la lumière avait pris une teinte gris bleuté terne, et le thermomètre de mon tableau de bord affichait 4 degrés Fahrenheit. J'avais fait tourner le moteur par intervalle de 15 minutes, essayant d'économiser l'essence tout en gardant la cabine assez chaude pour survivre. Pendant l'un de ces moments de silence, moteur éteint et vent hurlant à l'extérieur, j'ai entendu quelque chose qui a fait se raidir chaque muscle de mon corps. Un klaxon. 3 coups brefs, lointains mais distincts, provenant de quelque part plus bas sur le chemin derrière moi. Je me suis redressé, le cœur battant, et j'ai attendu. Quelques secondes plus tard, il a retenti à nouveau. 3 coups de klaxon, plus faibles cette fois, suivis du silence. Quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un encore dans son véhicule, encore en vie et essayant de signaler son besoin d'aide. J'ai attrapé ma lampe torche dans la boîte à gants et j'ai envisagé d'y aller. J'ai envisagé de marcher en arrière sur la route pour le trouver. Mais la lumière baissait vite. La neige s'était remise à tomber, et je savais avec une certitude morose que si je quittais mon camion maintenant, je ne pourrais peut-être jamais retrouver mon chemin jusqu'à lui. Alors, j'ai fait quelque chose qui me réveille encore certaines nuits. Je suis resté où j'étais. J'ai écouté ce klaxon se taire et je n'ai rien fait. La nuit qui a suivi a été la plus longue de ma vie. J'ai épuisé mon essence vers 20 h et après ça, le froid est devenu quelque chose que je ne peux pas décrire adéquatement à quiconque ne l'a pas vécu. Ce n'était pas seulement inconfortable. C'était prédateur, implacable, extrayant la chaleur de mon corps degré par degré. Je me suis enveloppé dans tout ce que j'avais, un sac de couchage de mon équipement de camping, 2 vestes superposées, une couverture en laine que j'avais emballée pour mon nouvel appartement. Je me suis recroquevillé en boule sur la banquette arrière et j'ai regardé mon souffle former des cristaux dans l'air. J'ai regardé le givre s'étendre à l'intérieur des vitres comme une chose vivante étendant ses doigts. Le sommeil est venu par courts éclats dangereux. Je m'assoupissais pendant 20 minutes et me réveillais en tremblant si violemment que mes dents me faisaient mal. À un moment donné, pendant les heures les plus sombres, j'ai entendu un autre bruit à l'extérieur. Quelque chose qui n'était pas le vent. Des pas. Des pas lents et craquants se déplaçant devant mon camion, remontant la route vers la berline ensevelie. J'ai voulu crier, j'ai voulu frapper sur la vitre et signaler mon besoin d'aide. Mais quelque chose m'en a empêché. Les pas étaient trop réguliers, trop délibérés pour quelqu'un luttant dans une neige jusqu'à la taille. Ils avançaient avec une intention que je ne comprenais pas. Et au moment où je me suis convaincu de regarder par la vitre givrée, il n'y avait plus rien à voir, seulement l'obscurité et le blanc tourbillonnant. L'équipe de secours m'a trouvé vers 6 h du matin. Un convoi de chasse-neige et de véhicules d'urgence qui avait commencé à dégager le col à la première lumière. J'étais en hypothermie, à peine cohérent, marmonnant à propos de klaxons, d'empreintes de pas et d'éraflures sur les vitres. Ils m'ont chargé dans une ambulance et m'ont enveloppé dans des couvertures thermiques. Et je me souviens du paramédical, un jeune homme avec une barbe et des yeux gentils, me disant que j'avais de la chance d'être en vie. Ce n'est que 2 jours plus tard, en me remettant à l'hôpital de Wenatchee, que j'ai appris toute l'ampleur de ce qui s'était passé cette nuit-là au col de Stevens. 3 autres personnes avaient ignoré la fermeture de la route, comme moi. Un homme âgé dans un SUV Honda avait été retrouvé mort d'une crise cardiaque, son véhicule enseveli à un quart de mile derrière l'endroit où j'étais coincé. C'était lui qui klaxonnait pour demander de l'aide, celui que j'avais abandonné. Une jeune mère et sa fille adolescente étaient dans le monospace. La fille a été retrouvée vivante, mais gravement gelée, recroquevillée dans un abri d'entretien à environ 1 mile plus haut sur la montagne.
sa mère n'a pas eu cette chance. Ils ont trouvé son corps dans les bois, à 200 mètres de la route, gelé en position assise contre un arbre. Le rapport officiel disait qu'elle s'était désorientée, essayant de trouver de l'aide, et avait succombé à l'exposition. Mais sa fille, quand elle a été assez bien pour parler, a raconté une histoire différente. Elle a dit qu'ils avaient vu quelqu'un marcher sur la route cette nuit-là. Une silhouette se déplaçant à travers la tempête sans lampe torche, sans lutter contre la neige. Sa mère était sortie pour l'interpeller et demander de l'aide. Elle n'est jamais revenue. Je n'ai jamais assisté à cette réunion d'intégration à Spokane. Bryce est venu me chercher à l'hôpital de Wenatchee, et j'ai passé 2 semaines chez lui à me remettre, physiquement et mentalement. Les engelures sur mes doigts ont guéri, ne laissant qu'un engourdissement dans mon auriculaire gauche qui s'aggrave par temps froid. Les autres blessures ont mis plus de temps. J'ai passé des mois à me demander qui était cette silhouette que la fille avait décrite, passant en revue toutes les explications possibles. Peut-être un autre conducteur en détresse, délirant à cause de l'hypothermie, errant dans le col dans un état de confusion. Peut-être un local qui vivait à proximité et était sorti pour vérifier l'état de la route. La police a enquêté mais n'a rien trouvé de concluant. Aucune empreinte de pas n'a survécu à la tempête. Aucun témoin en dehors d'une adolescente traumatisée dont le témoignage a été écarté comme une confusion induite par le choc. J'ai déménagé à Spokane, j'ai finalement pris un autre emploi, et j'ai construit une vie tranquille, loin des cols de montagne et des tempêtes hivernales. Mais chaque décembre, quand la neige commence à tomber et que les bulletins météo avertissent de conditions dangereuses, je pense à cette nuit. Je pense aux klaxons que j'ai ignorés, aux éraflures sur cette vitre gelée, aux empreintes de pas menant dans les bois, et je pense à ce que la fille a dit à propos de sa mère marchant vers quelqu'un qui se déplaçait dans une tempête de neige comme si de rien n'était, comme si le froid ne le touchait pas. Je n'ai pas de réponse, juste une règle que je suis sans exception. Maintenant, quand une route est fermée, je fais demi-tour. Certains avertissements ne sont pas des suggestions. Certaines erreurs, on ne les fait qu'une fois. Noël tombait un mercredi cette année-là, et ma mère avait insisté pour recevoir toute la famille élargie dans sa ferme à l'extérieur de Greenville, en Caroline du Sud. J'avais obtenu mon diplôme universitaire en 2012, passé une décennie à enchaîner les emplois dans le marketing à Atlanta, et venais tout juste de revenir vivre plus près de chez moi après la finalisation de mon divorce au printemps. La maison de ma mère s'étendait sur 11 acres de terre qui avaient appartenu à mes grands-parents. Une grande maison blanche avec des vérandas tout autour et des pièces qui sentaient toujours faiblement le cèdre et les vieux livres. 23 personnes étaient attendues ce soir-là. Des tantes, des oncles, des cousins au second degré, et quelques amis de la famille qui n'avaient nulle part où aller. Je suis arrivé vers 16 h pour aider à installer. Et même alors, avant que quiconque ne soit là, j'ai remarqué que ma mère se déplaçait dans la cuisine avec une tension dans la mâchoire que je reconnaissais depuis mon enfance. Elle était nerveuse à propos de quelque chose. Et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a simplement secoué la tête et dit « Tout le monde devait se tenir à carreau cette année ». À 19 h, la maison était pleine et bruyante de cette manière particulière qu'ont les grandes familles pendant les fêtes, des conversations qui se chevauchaient, des enfants courant dans les couloirs, le tintement constant des verres et des couverts. La veuve de mon oncle Vernon, une femme nommée Francine, qui s'était remariée avec un homme que personne n'aimait particulièrement, est arrivée avec son nouveau mari, Douglas, et a immédiatement commencé à commenter à quel point la maison lui semblait plus petite qu'elle ne s'en souvenait. Mon cousin Ray, qui était venu de Charlotte avec sa petite amie Megan, en était déjà à son 3e bourbon avant que le dîner ne soit servi. Je les observais depuis le coin du salon pendant que mon frère Alan parlait à voix basse et urgente avec notre mère près de l'escalier de derrière, leur visage tendu par quelque chose que je ne pouvais pas lire depuis l'autre bout de la pièce. Le feu crépitait derrière moi, projetant de longues ombres sur le plancher en bois. Et je me souviens avoir pensé que la chaleur dans cette maison semblait artificielle, comme si nous jouions tous un rôle de confort plutôt que de le ressentir vraiment. Quand ma mère a finalement appelé tout le monde à table, j'ai surpris Alan en train de fixer Douglas avec une expression qui m'a serré la poitrine. Quelque chose se préparait sous la surface de toute cette joie de Noël, et je pouvais le sentir peser contre les murs comme de la vapeur dans une bouilloire. Le dîner a commencé de manière assez civile, ma mère disant le bénédicité et tout le monde baissant la tête de cette manière théâtrale que font les familles quand elles veulent paraître unies. La table était magnifique. Dinde rôtie, jambon glacé au miel, 3 sortes de plats en cocotte, et la porcelaine de ma grand-mère qui ne sortait que 2 fois par an. Mais au moment où les assiettes de dessert étaient débarrassées, le bourbon et le vin avaient fait leur effet,
et la conversation était passée des sujets sur comme la météo et le football à celui que ma mère avait explicitement demandé à tout le monde d'éviter, le testament de mon grand-père. Douglas, qui était marié à Francine depuis moins de 2 ans, a fait une remarque sur le fait que la ferme était trop grande pour qu'une femme seule puisse l'entretenir, et qu'il serait peut-être judicieux de songer à la vendre avant que la valeur des propriétés ne baisse. Le silence qui a suivi était si épais que j'ai entendu la glace se déposer dans le verre de quelqu'un. Mon frère Alan a posé sa fourchette avec une lenteur délibérée, a regardé Douglas droit dans les yeux et lui a demandé ce qui lui faisait exactement penser qu'il avait son mot à dire sur ce qui arrivait à la terre de notre famille. Francine a essayé d'intervenir, posant sa main sur le bras de Douglas, mais il l'a secoué et a dit quelque chose sur le fait d'être réaliste, de ne pas laisser le sentimentalisme obscurcir un bon jugement financier. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en fragments que j'ai repassés dans ma tête des centaines de fois depuis. Alan s'est levé de sa chaise si vite qu'elle a raclé le parquet avec un bruit semblable à un petit cri. Ma mère disait quelque chose, essayant de calmer les esprits. Mais sa voix était noyée par Ray, qui s'était levé en titubant et pointait Douglas du doigt, un doigt qui tremblait légèrement à cause de l'alcool. Les accusations ont commencé à fuser. De vieilles rancœurs qui n'avaient rien à voir avec le testament. Des choses sur de l'argent emprunté et jamais rendu. Sur Francine abandonnant mon oncle Vernon pendant sa maladie pour se mettre avec Douglas avant même que Vernon ne soit enterré. Je me souviens que Megan, la petite amie de Ray, a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Son visage était pâle et incertain, comme si elle ne savait pas si elle devait documenter la scène ou fuir. Douglas s'est reculé de la table et s'est levé, sa chaise basculant derrière lui, et il a dit quelque chose sur le fait de ne pas avoir à subir ça de la part de gens qui n'avaient jamais rien accompli dans leur vie. Les enfants s'étaient tus dans la pièce voisine. Les lumières du sapin de Noël clignotaient en rouge et vert contre la fenêtre, joyeuses et absurdes face à la laideur qui se répandait dans cette salle à manger comme du vin renversé sur une nappe blanche. Ma mère a réussi à nous séparer en suggérant que nous fassions une pause, que nous laissions les esprits se calmer. Douglas et Francine se sont retirés dans la chambre d'amis à l'étage, et j'ai pu entendre leur dispute étouffée filtrer à travers le plafond pendant que j'aidais à débarrasser la table dans la cuisine. Alan était sorti fumer sur la véranda arrière, ce qu'il ne faisait que lorsqu'il était vraiment bouleversé. Ray s'était endormi sur le canapé du salon, Megan assise à côté de lui, scrollant sur son téléphone avec une expression troublée. Les autres parents s'étaient dispersés, certains sur la véranda avant, d'autres dans leur voiture pour récupérer des cadeaux oubliés. Quelques cousins plus âgés avaient emmené les enfants à l'étage pour regarder un film et échapper à l'attention. Je me suis retrouvé seul avec ma mère dans la cuisine vers 23h. Nous lavions la vaisselle en silence. Et c'est alors qu'elle m'a dit quelque chose qui a tout changé. Elle m'a dit que Douglas faisait pression sur Francine depuis des mois pour contester le testament, prétendant que mon grand-père n'était pas sain d'esprit lorsqu'il l'avait rédigé, et que Francine méritait une part plus importante en tant que veuve de Vernon. Les mains de ma mère étaient plongées dans l'eau savonneuse, mais je pouvais voir le tremblement qui parcourait ses épaules. Elle m'a dit qu'Alan avait trouvé des emails entre Douglas et un avocat à Charlotte, des emails qui décrivaient une stratégie pour revendiquer la ferme et la terre, et qu'Alan avait confronté Douglas à ce sujet 3 semaines plus tôt lors d'un appel téléphonique qui s'était terminé par des menaces des deux côtés. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait rien dit de tout cela avant, et elle a simplement secoué la tête en disant qu'elle avait espéré que ça se calmerait, que Douglas réaliserait qu'il était en minorité et qu'il abandonnerait. Mais maintenant, debout dans cette cuisine avec les bruits d'une famille fracturée résonnant dans la maison, elle a admis qu'elle avait été sotte de penser que l'orgueil et l'avidité pouvaient jamais être raisonnés. Vers minuit, les gens ont commencé à se rassembler à nouveau dans le salon, une tradition dans notre famille d'échanger des cadeaux après que l'horloge ait sonné minuit, un vestige de l'époque où mes grands-parents voulaient étirer Noël sur 2 jours. L'ambiance était tendue mais contrôlée, comme si tout le monde avait silencieusement convenu de faire semblant que la dispute du dîner n'avait jamais eu lieu. Douglas et Francine sont redescendus, et j'ai remarqué que Douglas avait changé de chemise, la précédente ayant été tachée de vin pendant la confrontation. Il souriait d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux, faisant la conversation avec des cousins qui lui répondaient par des monosyllabes et évitaient son regard. Alan se tenait près de la cheminée, les bras croisés, observant Douglas avec l'attention concentrée de quelqu'un qui attend une raison d'agir. Je me suis positionné près du couloir, assez près pour intervenir si nécessaire, mais assez loin pour avoir un chemin dégagé vers la cuisine ou la porte d'entrée. La pendule dans le coin marquait minuit moins le quart, et je me souviens avoir pensé que si nous pouvions juste tenir la prochaine heure, tout le monde se retirerait dans ses chambres et nous pourrions survivre jusqu'au matin. L'échange de cadeaux a été gênant et précipité.
Les gens déchiraient le papier d'emballage sans enthousiasme, murmurant des remerciements qui sonnaient creux dans l'atmosphère tendue. Je venais de finir de déballer une écharpe offerte par l'une de mes tantes quand j'ai entendu des voix élevées provenant du palier de l'escalier. Douglas et Alan s'étaient éloignés du groupe à un moment donné, et maintenant ils se tenaient en haut des escaliers, leur silhouette visible à travers la rampe en bois. Je ne pouvais pas distinguer les mots exacts, mais le ton était sans équivoque. Bas et venimeux, le genre de conversation qui se déroule entre des dents serrées. Francine l'a remarqué aussi et a commencé à se diriger vers les escaliers, appelant Douglas par son nom avec une netteté qui a coupé à travers le bruit ambiant. Ma mère a saisi mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau assez fort pour laisser des marques que je découvrirai le lendemain matin. Tout ce qui a suivi s'est déroulé en l'espace de peut-être 4 secondes. Mais dans ma mémoire, cela s'étire comme du caramel. Chaque moment distinct est terrible. Il y a eu un bruit, pas exactement un cri, mais quelque chose de guttural et surpris. Puis le lourd craquement saccadé d'un corps dévalant les escaliers. Douglas est descendu ces escaliers d'une manière qu'aucun être conscient ne ferait jamais. Ses membres ballants et désarticulés, sa tête heurtant la rampe 2 fois avant qu'il ne s'écrase en tas au bas des marches. Une jambe pliée à un angle qui a fait hurler la fille de mon cousin depuis l'embrasure de la porte du salon. Le chaos a éclaté d'une manière qui semblait à la fois instantanée et incroyablement lente. Francine hurlait le nom de Douglas encore et encore, se frayant un chemin à travers les gens pour l'atteindre, ses mains planant au-dessus de son corps comme si elle avait peur de le toucher et de confirmer ce que nous pouvions tous déjà voir. Son cou était tordu, incliné dans une direction que les coups ne devraient pas prendre. Et ses yeux étaient ouverts, mais ne regardaient rien, fixés sur un point quelque part au-delà du plafond. Ma mère appelait quelqu'un pour composer le 911, et j'ai entendu la voix de Ray venir de quelque part derrière moi dire qu'il s'en occupait, ces mots légèrement brouillés, mais urgents. Alan n'avait pas bougé du haut des escaliers. Il se tenait là, les 2 mains agrippant la rampe, son visage pâle et relâché, regardant la forme affalée de Douglas avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Du choc, peut-être, ou quelque chose de plus froid. Je me suis frayé un chemin à travers la foule et me suis agenouillé à côté de Francine, posant 2 doigts sur le poignet de Douglas, même si je savais déjà qu'il n'y aurait pas de pouls. Sa peau était encore chaude, et ce détail m'a semblé profondément cruel. La façon dont le corps retient la chaleur même après que tout le reste s'est enfui. Quelqu'un avait éteint la musique de Noël qui jouait doucement depuis les enceintes. Et dans le silence, je pouvais entendre la respiration saccadée de Francine, le hurlement lointain de l'ambulance que Ray avait appelé, et mon propre cœur battant si fort dans mes oreilles qu'il semblait impossible que personne d'autre ne puisse l'entendre. Les paramédics sont arrivés en 15 minutes, suivis de près par 2 adjoints du shérif qui ont pris les déclarations de tous les présents. Alan leur a dit qu'il parlait avec Douglas sur le palier, que Douglas avait beaucoup bu et avait trébuché en arrière, perdant l'équilibre et tombant avant qu'Alan ne puisse le rattraper. Sa voix était ferme lorsqu'il a dit cela, ses yeux rencontrant ceux des adjoints sans hésitation, et je les regardais signer la déclaration écrite avec une main qui ne tremblait pas. Francine était trop hystérique pour donner un récit cohérent, et les adjoints ont décidé de l'interroger le lendemain une fois qu'elle se serait calmée. Le reste d'entre nous a corroboré ce que nous pouvions. Oui, il y avait eu des tensions pendant le dîner. Oui, Douglas avait bu. Oui, nous avions entendu des voix élevées, mais nous n'avions pas vu la chute elle-même. Les adjoints semblaient satisfaits, traitant toute l'affaire comme un tragique accident. Le genre de choses qui arrivent quand l'alcool et les vieux escaliers raides se mélangent. Vers 3 heures du matin, le corps de Douglas avait été emmené. Francine avait été sédatée par un médecin que quelqu'un avait appelé. Et les membres restants de la famille étaient soit allés se coucher, soit partis en voiture dans un silence stupéfait. Je suis resté éveillé dans ma chambre d'enfance, fixant le plafond, écoutant la maison s'apaiser autour de moi. Quelque chose me rongeait l'esprit, un détail que je ne pouvais pas tout à fait saisir, comme un mot sur le bout de la langue. Je me suis endormi sans le trouver, mais il m'attendait quand je me suis réveillé. 3 jours plus tard, j'étais de retour à Atlanta, essayant de reprendre une vie normale, quand Megan m'a appelé. Ray lui avait donné mon numéro, a-t-elle dit, et elle avait besoin de parler à quelqu'un dans la famille qui n'était pas directement impliqué dans ce qu'elle appelait la situation. Sa voix était tendue et nerveuse, et elle faisait des pauses comme si elle vérifiait qu'il n'y avait personne à l'écoute. Elle m'a dit qu'elle avait revu les vidéos sur son téléphone, celles qu'elle avait prises pendant la dispute du dîner, et qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Après la dispute, elle avait arrêté d'enregistrer, mais son téléphone était resté dans sa main quand elle s'était assoupie à côté de Ray sur le canapé. À un moment donné,
elle devait avoir appuyé accidentellement sur le bouton d'enregistrement, car il y avait une vidéo de 23 minutes de presque rien, le plafond du salon, des voix étouffées, le son de sa propre respiration pendant qu'elle dormait. Mais à la 14e minute, l'audio a capté quelque chose de distinct. La voix d'Alan et celle de Douglas, non pas en train de se disputer, mais parlant à voix basse, d'un ton intense. Elle ne pouvait pas distinguer chaque mot, mais elle avait entendu Alan dire quelque chose comme « ça se termine ce soir ». Et Douglas répondait avec ce qui ressemblait à « tu n'as pas le cran ». L'horodatage de cette partie de la vidéo était minuit 27, environ 5 minutes avant la chute. Meghan a dit qu'elle n'avait montré cela à personne d'autre, pas même à Ray, parce qu'elle ne savait pas ce que cela signifiait, et qu'elle avait peur de ce que cela pourrait signifier. J'ai demandé à Meghan de m'envoyer la vidéo, et elle l'a fait. Et je suis resté dans mon appartement avec des écouteurs serrés contre mes oreilles, écoutant cet enregistrement encore et encore jusqu'à ce que les mots deviennent des sillons gravés dans mon cerveau. L'audio était étouffé et imparfait, mais la voix d'Alan était indéniable. J'avais grandi avec cette voix. Je l'avais entendu me taquiner, me réconforter, mentir à nos parents à propos de fenêtres cassées et de biscuits volés. Ça se termine ce soir, avait-il dit. Et il y avait quelque chose dans son ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Quelque chose de plat et de définitif, comme une porte qui se ferme. J'ai appelé ma mère le lendemain matin et lui ai demandé, aussi calmement que possible, ce qu'Alan avait raconté à l'enquêteur de l'assurance qui était passé pour évaluer les circonstances de la mort de Douglas. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis m'a demandé pourquoi je voulais savoir. J'ai dit que j'essayais simplement de tout assimiler, et elle a accepté cela, me disant qu'Alan avait répété la même histoire, Douglas avait trébuché, Alan avait essayé de le rattraper, tout s'était passé trop vite. Mais ensuite, elle a mentionné quelque chose qui m'a transpercé la poitrine comme une lame de glace. Elle a dit que Francine avait finalement fait sa déclaration aux adjoints, et qu'elle y affirmait que le téléphone de Douglas avait disparu. Il le gardait toujours dans sa poche arrière, avait-elle dit, mais il n'était pas sur son corps quand les paramédics sont arrivés, et personne n'avait pu le retrouver depuis. Francine était convaincue que quelqu'un l'avait pris, bien qu'elle ne puisse pas dire qui ni pourquoi, et les adjoints avaient noté sa préoccupation, mais semblaient la considérer comme un détail mineur dans la tragédie plus large. Mais je savais que ce n'était pas un détail mineur. Douglas avait tout documenté, les emails avec l'avocat, les messages textes avec Francine à propos du testament, probablement des enregistrements de ses propres conversations avec les membres de la famille. Si quelqu'un voulait effacer des preuves de préméditation ou de mobile, ce téléphone serait la première chose à disparaître. J'ai pensé à appeler le bureau du shérif, à leur remettre l'enregistrement de Meghan, et à leur parler du téléphone manquant et des emails qu'Alan avait trouvés. Mais chaque fois que je tendais la main vers mon propre téléphone, je m'imaginais les questions qu'ils me poseraient, le soupçon dans leurs yeux, les menottes qui se refermeraient autour de mes poignets. Finalement, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai appelé Alan directement et lui ai dit que je savais pour la conversation avant la chute, que j'avais un enregistrement audio, et que Francine posait des questions sur le téléphone manquant de Douglas. Le silence à l'autre bout de la ligne a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Quand il a finalement parlé, sa voix était calme et mesurée, et il n'a dit que ceci, Douglas allait tout détruire, tout ce que nos grands-parents ont construit. Il est tombé. C'est ce qui s'est passé, et c'est ce que tout le monde croit, et tu dois te demander quel genre de sœur tu veux être. Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai toujours l'enregistrement de Meghan sauvegardé sur un disque dur dans mon placard. Je pense encore à Francine, seule dans un autre état, vivant maintenant avec un chagrin que j'ai aidé à façonner en restant silencieux. Certaines nuits, je me convainc que Douglas a vraiment trébuché. Que les mots d'Alan n'étaient que les élucubrations frustrées d'un homme protégeant sa famille, que le téléphone manquant avait été perdu dans le chaos et rien de plus. Mais la plupart des nuits, je reste éveillé et revois ces 4 secondes dans ma tête. Le bruit guttural, le choc, les mains d'Alan agrippant la rampe. Et je sais que j'ai choisi ma famille au détriment de la vérité. Je ne sais pas si je pourrai un jour vivre avec ce choix. Mais j'ai appris que vivre avec et faire la paix avec sont 2 choses très différentes. Conduire pour une application de livraison privée était devenu mon 2e emploi juste après avoir obtenu mon diplôme de l'université communautaire. Et en décembre 2022, je le faisais depuis assez longtemps pour en connaître le rythme. À 26 ans, je partageais mon temps entre des quarts de travail dans un entrepôt et des livraisons en soirée, mettant enfin de côté un peu d'argent pour la première fois de ma vie. Ce soir-là, le 24 décembre,
j'avais déjà effectué 8 livraisons à travers les banlieues de Columbus, dans l'Ohio, et j'étais prêt à arrêter vers 21h pour me rendre chez ma mère pour notre dîner traditionnel de fin de soirée. Elle m'attendait toujours, peu importe l'heure à laquelle je rentrais. Et cette année-là, ma sœur cadette amenait son nouveau petit ami pour le présenter à tout le monde. Je me souviens avoir ressenti cette bonne fatigue, celle qui vient d'une journée productive quand on sait que la ligne d'arrivée est proche. Mon téléphone a vibré à 20h47 avec une nouvelle demande de livraison, et mon premier réflexe a été de l'ignorer sans même le lire. Mais mon pouce a hésité une seconde, et j'ai fait l'erreur de vérifier les détails. Le lieu de prise en charge était un entrepôt de stockage du côté, déjà à 15 minutes dans la mauvaise direction par rapport à l'endroit où je devais me rendre. Ce qui m'a empêché de refuser immédiatement, c'était le paiement, $80 pour une seule livraison, presque le triple de ce que je gagnais habituellement pour cette distance. La note du client expliquait qu'il s'agissait d'un cadeau de dernière minute qui devait arriver avant minuit, et qu'ils étaient prêts à payer un supplément pour quelqu'un prêt à travailler un jour férié. J'étais garé devant un Wendy's, moteur en marche, faisant des calculs dans ma tête. $80, c'était un plein d'essence plus un peu de reste. Ma mère comprendrait un retard d'1 heure. J'ai appuyé sur « Accepter » à 20h51 et l'application a chargé le code de prise en charge ainsi que l'adresse de destination, une rue appelée Thornberry Lane, à Westerville. Je connaissais le quartier grâce à mes anciens emplois. Un de ces quartiers avec de grandes pelouses et des maisons qui semblaient toutes sortir d'un catalogue. Des gens sympas, de bons pourboires, le genre de clients qui ne posaient jamais de problème. Je suis sorti du parking et me suis dirigé vers l'est en direction de l'entrepôt, planifiant déjà comment j'expliquerais le retard à ma famille. L'entrepôt était un de ces endroits avec un accès 24h/24, un clavier à l'entrée et des rangées de portes métalliques orange sous des néons fluorescents. J'ai entré le code que l'application m'avait donné, et la grille s'est ouverte avec un grincement assez lent pour mettre ma patience à l'épreuve. L'unité 117 se trouvait à l'arrière, nichée dans un coin où les lumières au plafond clignotaient toutes les quelques secondes. Quand je l'ai ouverte avec le deuxième code, j'ai trouvé exactement ce que la description de la mission indiquait, une seule boîte en carton, peut-être de 60 cm sur 60 cm, posée seule sur le sol en béton d'une unité par ailleurs vide. Aucune étiquette sur la boîte, aucun logo d'entreprise, aucune adresse de retour, juste du carton brun uni scellé avec du ruban adhésif transparent. Elle était plus légère que je ne l'avais imaginé quand je l'ai soulevée, peut-être 2 ou 3 kg au maximum. Je me souviens avoir pensé qu'il était étrange que quelqu'un loue un entrepôt entier juste pour une boîte, mais les gens font des choses bizarres, et j'avais appris à ne pas poser de questions. Je l'ai chargé sur la banquette arrière, j'ai verrouillé l'unité, et je suis reparti sur la route à 21h20. Thornberry Lane s'est avéré être à environ 25 minutes de l'entrepôt, et j'ai passé la plupart du trajet à écouter un podcast sur les disparitions non résolues. Ironique, maintenant que j'y pense. Le quartier était exactement comme dans mes souvenirs, calme, propre et décoré pour les fêtes. Des couronnes sur les portes, des lumières enroulées autour des colonnes de porche, des bonhommes de neige gonflables brillant dans les jardins. La maison que je cherchais était le numéro 4127, une maison coloniale de 2 étages avec des volets vert foncé et une allée circulaire. Ce qui a attiré mon attention en premier, c'est que toutes les lumières étaient éteintes. Pas seulement tamisées, mais complètement sombres. Aucune lumière de Noël à l'extérieur, aucune lueur venant des fenêtres, rien. Toutes les autres maisons de la rue étaient illuminées comme une carte postale, mais celle-ci semblait abandonnée. Je me suis garé dans l'allée à 21h48, et l'application a automatiquement enregistré mon heure d'arrivée ainsi que mes coordonnées GPS. Procédure standard, rien d'inhabituel. J'ai pris la boîte sur la banquette arrière et je suis monté jusqu'à la porte d'entrée, mon souffle visible dans l'air froid. J'ai sonné et j'ai attendu. Rien. J'ai pu entendre la sonnette résonner à l'intérieur de la maison, un son à 2 tons qui semblait plus fort qu'il ne l'aurait dû dans tout ce silence. Après peut-être 30 secondes, j'ai frappé 3 fois à la porte. Des coups fermes, du genre qui réveillerait quelqu'un s'il dormait. Toujours rien. Les instructions de livraison sur l'application disaient de laisser le colis sur le porche si personne ne répondait, ce qui était assez courant pour ce genre de travail. Mais quelque chose m'a fait hésiter avant de simplement le déposer et de partir. La porte d'entrée avait un panneau de fenêtre étroit sur le côté droit, en verre dépoli avec un motif décoratif, et je me suis penché pour voir si je pouvais distinguer un mouvement à l'intérieur. Tout ce que j'ai vu, c'était l'obscurité et des formes vagues de meubles dans ce qui semblait être un salon. Pas de sapin de Noël, ce qui m'a semblé étrange pour une maison familiale ce soir-là.
J'ai reculé et j'ai regardé les fenêtres à l'étage. Et c'est alors que j'ai remarqué que l'une d'elles était ouverte d'environ 15 cm. Pas beaucoup, mais assez pour être étrange par une nuit où la température était en dessous de zéro. Je suis resté là sur le porche pendant probablement une minute entière, essayant de décider quoi faire. La fenêtre ouverte me dérangeait, mais ce n'était pas vraiment mes affaires. Les gens oublient des choses, laissent les fenêtres entrouvertes pour l'aération, peu importe. Mon travail était de livrer un colis, pas d'enquêter sur le fait que la maison de quelqu'un semblait abandonnée le seul soir où toutes les autres familles étaient réunies. J'ai posé la boîte sur le porche, juste à côté de la porte, j'ai pris une photo avec mon téléphone pour la confirmation de livraison, et je suis retourné à ma voiture. L'application exigeait que je prenne une photo de l'endroit où j'avais laissé le colis. Et regarder cette photo maintenant me serre encore la poitrine. On peut voir la boîte posée là, la porte sombre derrière elle. Et si on regarde dans le coin inférieur droit du cadre, il y a un reflet dans le panneau de verre, juste une traînée pâle que je n'avais pas remarquée sur le moment. J'ai terminé la livraison à 21h52, je suis monté dans ma voiture et je suis parti en ne pensant qu'à une chose, arriver chez ma mère avant que la nourriture ne refroidisse. Les jours suivants ont été normaux pour les fêtes. Le matin de Noël avec ma famille, les restes pour le déjeuner, la visite de ma tante le 26, rattraper le sommeil. J'ai travaillé un court quart de travail dans l'entrepôt le 27 décembre, et j'ai fait quelques livraisons supplémentaires ce soir-là. Rien de mémorable. La vie continuait simplement comme elle le fait toujours. C'est le 29 décembre que tout a changé. Et je me souviens du moment exact parce que j'étais en train de manger des céréales à ma table de cuisine en scrollant sur mon téléphone. Un titre de journal local est apparu sur mon fil d'actualité. Quelque chose à propos d'une famille retrouvée morte à Westerville. J'ai failli faire défiler sans m'arrêter, comme on le fait avec la plupart des mauvaises nouvelles qui ne nous concernent pas directement. Mais puis j'ai vu le nom de la rue, Thornberry Lane, et j'ai arrêté de mâcher. L'article disait que la police avait découvert les corps de 3 personnes à l'intérieur d'une maison après qu'un parent ait demandé une vérification de leur état. Un homme, une femme et leur fille adolescente. Le numéro de la maison n'était pas dans l'article, mais il y avait une photographie prise depuis la rue et j'ai immédiatement reconnu ces volets vert foncé. J'ai reconnu l'allée circulaire où j'avais garé ma voiture 5 nuits plus tôt. J'ai posé mon téléphone et je suis resté assis là pendant un moment, essayant de comprendre ce que je lisais. L'article ne donnait pas beaucoup de détails sur ce qui s'était passé dans cette maison, seulement que la police traitait cela comme une enquête pour homicide et que le médecin légiste travaillait à établir une chronologie. Mais il y avait une phrase qui m'a fait sentir comme si tout l'air avait quitté la pièce. Les autorités croyaient que la famille était morte depuis plusieurs jours avant d'être retrouvée, peut-être depuis le soir du 24 décembre. J'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de livraison, faisant défiler mes missions terminées jusqu'à ce que je la trouve. 24 décembre, 21h48, arrivée, 21h52, livraison terminée, 4127 Thornberry Lane. L'horodatage me plaçait devant cette maison le même soir où la famille avait été vue vivante pour la dernière fois. J'avais été debout sur ce porche, sonnant à cette porte, frappant à cette porte, alors que quelque chose de terrible venait soit de se produire, soit était encore en train de se produire à l'intérieur. Cette pensée m'a fait pousser mon bol de céréales, car j'ai soudain eu l'impression que j'allais vomir. J'ai passé l'heure suivante à parcourir chaque article de presse que je pouvais trouver sur l'affaire, mais les détails étaient rares. La famille s'appelait Hartman, Glenn Hartman, sa femme Melissa et leur fille de 15 ans, Caitlin. Les voisins les décrivaient comme calmes et amicaux, le genre de personnes qui saluaient toujours mais gardaient leur distance. Personne n'avait vu quoi que ce soit de suspect. Personne n'avait entendu quoi que ce soit d'inhabituel. La vérification de leur état avait été demandée par la sœur de Melissa en Pennsylvanie, qui s'était inquiétée quand personne n'avait répondu aux appels ou aux messages pendant des jours. C'était tout ce que les nouvelles avaient à offrir. Je n'arrêtais pas de penser à cette fenêtre ouverte à l'étage, à quel point cela m'avait semblé étrange sur le moment, comment je m'étais convaincu de ne pas m'en soucier. Puis je me suis souvenu de la photo, celle que j'avais prise pour confirmer la livraison. J'ai ouvert ma galerie et je l'ai trouvée. 24 décembre à 21h52. La boîte posée là, la porte sombre derrière elle, et dans ce panneau de verre étroit à droite, cette traînée pâle que j'avais ignorée comme rien. J'ai zoomé aussi loin que mon téléphone le permettait, et tout mon corps est devenu froid. C'était un visage, flou et déformé par le verre givré, mais indéniablement un visage pressé contre la fenêtre de l'intérieur, me regardant. Pendant longtemps, je suis resté là à fixer cette image, essayant de me convaincre que je voyais des choses.
Peut-être que c'était un reflet de quelque chose à l'extérieur. Peut-être que c'était un rideau ou un morceau de meuble qui ressemblait à des traits dans la faible lumière. Mais plus je regardais, plus j'étais certain. Il y avait des yeux, un nez, la forme d'une bouche. Quelqu'un se tenait là, juste de l'autre côté de cette porte, pendant que je frappais, pendant que j'attendais, pendant que je posais le colis et que je prenais cette photo. Il m'avait regardé marcher jusqu'à ma voiture et partir. Je ne savais pas si c'était l'un des membres de la famille encore en vie à ce moment-là et incapable d'appeler à l'aide, ou si c'était la personne qui les avait tués. Les deux possibilités me donnaient la nausée de manière différente. Je savais que je devais appeler la police, mais je savais aussi ce que cela signifiait. Je devrais expliquer pourquoi j'étais là, leur montrer mes enregistrements de livraison, leur remettre cette photo. Mon horodatage me plaçait sur une scène de crime. Mon visage pourrait se retrouver dans les actualités comme personne d'intérêt. Mais je ne pouvais pas vivre avec le fait de garder cela pour moi. Alors, j'ai trouvé le numéro du poste de police de Westerville et j'ai passé l'appel qui allait changer les prochains mois de ma vie. Les détectives m'ont interrogé à 3 reprises au cours des semaines suivantes. Ils ont pris mon téléphone, examiné la photo, récupéré tous mes enregistrements de livraison et mes données GPS de cette nuit-là. Pendant environ 2 semaines, j'ai vraiment cru qu'ils me considéraient comme un suspect, même si ma chronologie montrait que j'étais resté devant la maison seulement 4 minutes. Ils m'ont posé les mêmes questions encore et encore. Avais-je vu quelqu'un d'autre dans la rue? Avais-je entendu quelque chose de l'intérieur? Avais-je remarqué des véhicules garés à proximité? Je leur ai dit tout ce dont je me souvenais, ce qui n'était pas grand-chose. La maison sombre, la fenêtre ouverte, le silence quand j'ai frappé. Ils ne m'ont jamais dit directement ce qui était arrivé à la famille Hartman, mais j'ai reconstitué assez d'informations à partir des rapports de presse et des questions qu'ils m'ont posées. C'était mauvais. Le genre de mauvais qui vous fait comprendre pourquoi certains détails ne sont jamais rendus publics. Ce que je sais, c'est que le médecin légiste a situé l'heure du décès entre 19h et 22h le 24 décembre, ce qui signifie que la personne derrière cette porte vitrée quand j'ai pris cette photo aurait pu être la dernière à voir la famille vivante ou la première à les voir morts. Les détectives ont amélioré l'image de mon téléphone, mais le verre givré rendait impossible l'identification de traits. Juste une forme, juste la preuve que quelqu'un était là, me regardant, respirant de l'autre côté de cette porte alors que je me tenais à 3 pieds de distance. L'affaire est toujours ouverte. C'est ce que le détective m'a dit la dernière fois que nous en avons parlé, environ 8 mois après mon appel initial. Aucune arrestation, aucun suspect nommé, aucun mobile clair. L'unité de stockage où j'avais récupéré le colis avait été louée sous un faux nom avec une carte prépayée, et la demande de livraison provenait d'un compte jetable qui avait été supprimé dans les heures suivant ma livraison. Celui qui avait commandé cette livraison voulait que quelqu'un, n'importe qui, se présente à cette maison ce soir-là précis et laisse une trace numérique. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Peut-être voulait-il un témoin qui pourrait établir que la famille avait déjà disparu à une certaine heure. Peut-être voulait-il les données GPS de quelqu'un d'autre sur les lieux pour brouiller les pistes de l'enquête. Peut-être. Je ne le saurai jamais. La boîte que j'ai livrée était vide quand la police l'a récupérée sur le porche. Juste du carton et du ruban adhésif, et rien à l'intérieur. Je pense à cette nuit plus souvent que je ne le devrais, surtout pendant les fêtes. Je pense à quel point j'ai failli refuser ce travail. À quel point $80 semblait valoir le détour. À quel point je me suis tenu sur ce porche en sentant que quelque chose n'allait pas, mais je suis parti quand même. Et je pense à ce visage dans le verre, ces yeux qui me regardaient depuis l'obscurité. Et je me demande s'ils imploraient de l'aide ou s'assuraient que je partais. Je me le demanderai probablement pour le reste de ma vie. Les vagues de froid dans l'Ohio rural n'étaient pas nouvelles, mais janvier 2018 a apporté quelque chose de différent. Pendant 3 semaines consécutives, la température n'a jamais dépassé les moins 10 degrés Celsius. Les journaux locaux ne parlaient que de canalisations éclatées, d'automobilistes bloqués et de personnes âgées retrouvées gelées chez elles parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre de payer le mazout. À l'époque, je louais un appartement d'une chambre sur Bearwood Lane, en train de rembourser les prêts étudiants d'un diplôme d'infirmière que j'avais obtenu seulement 2 ans plus tôt. Mon 24e anniversaire était passé inaperçu ce mois-là, célébré avec une pizza surgelée et un appel téléphonique de ma mère, qui vivait à 6 heures de route en Pennsylvanie. Quand une collègue a partagé une publication Facebook à propos d'une association caritative appelée Heartland Winter Aid, qui recherchait des bénévoles pour récupérer des dons, je me suis inscrite sans hésiter.
La publication avait l'air légitime, un logo professionnel, des numéros de téléphone, une déclaration de mission sur l'aide aux familles pour survivre au froid. Ils avaient besoin de personnes avec des véhicules pour collecter des surplus de nourriture et des couvertures dans des points de dépôt ruraux et les amener à un centre de distribution en ville. Je me suis réveillé ce samedi-là sous un ciel de la couleur du vieux béton et un message texte confirmant mon affectation de bénévole. Le lieu de dépôt était un ancien moulin à grains désaffecté, à environ 35 minutes de Millbrook, au bout d'une série de routes secondaires que je n'avais jamais empruntées. Les instructions venaient en pièces jointes par email. Pas de lien Google Maps, juste des indications écrites me disant de prendre la route du comté 47 jusqu'à ce que je passe un vieux château d'eau rouillée, puis de tourner à droite sur une route non goudronnée et de continuer pendant environ 5 km. J'ai imprimé les instructions parce que le réseau cellulaire était notoirement peu fiable par là-bas, et je ne voulais pas me perdre au milieu de nulle part avec un réservoir d'essence presque vide. Ma Subaru a démarré au 3e essai ce matin-là, le moteur gémissant contre le froid, et je l'ai laissé chauffer pendant que je grattais une épaisse couche de givre du pare-brise. À 9h30, je quittais la ville, passant devant des stations-service et des fast-foods qui cédaient progressivement la place à des terres agricoles. Des champs blancs sans fin parsemés d'arbres squelettiques et de granges recroquevillées contre le vent. Plus j'avançais, plus tout devenait isolé. J'ai dépassé une ferme sans lumière, puis une autre avec un toit effondré, puis plus rien que des poteaux de clôture et des fossés gelés pendant ce qui semblait être des kilomètres. Le vieux château d'eau rouillée est apparu exactement là où les instructions l'indiquaient. Un cylindre brun massif s'élevant du paysage plat comme une sorte de monument oublié. J'ai tourné à droite sur la route non goudronnée et j'ai immédiatement senti mes pneus lutter pour trouver de l'adhérence sur le gravier gelé. Le chemin était étroit, à peine assez large pour un véhicule, bordé des deux côtés par un épais fourré de branches nues qui grattaient contre mes vitres. En avançant prudemment, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais, aucun signal, pas même une seule barre. Une petite boule d'inquiétude s'est formée quelque part dans ma poitrine, mais je me suis dit que j'étais paranoïaque. C'était une collecte de dons pour une association caritative, rien de plus. Beaucoup d'endroits ruraux avaient une mauvaise réception. J'ai continué à conduire, comptant les kilomètres sur mon compteur, guettant le vieux moulin à grains avec le revêtement rouge délavé que l'email avait décrit. J'ai repéré le bâtiment exactement au kilomètre 3, comme promis par les instructions. Il se trouvait au bout de la route, dans une clairière entourée de broussailles envahissantes et d'équipements agricoles rouillés, à moitié enterrés dans la neige. La structure était plus grande que je ne l'avais imaginé, un entrepôt principal avec un toit en métal en pente et deux petits bâtiments annexes de chaque côté. La peinture rouge s'était écaillée en longues bandes, révélant le bois gris en dessous, et plusieurs fenêtres à l'étage supérieur étaient brisées ou manquantes. 2 camions pick-up étaient déjà garés près de l'entrée principale, tous deux des modèles récents qui semblaient détonner avec la décrépitude du reste. Je me suis garé à côté d'eux et j'ai coupé le moteur, balayant la zone du regard à la recherche de tout signe d'autres bénévoles ou des cartons de dons que je devais récupérer. Le silence qui a suivi était absolu, rompu seulement par le tic-tac de mon moteur qui refroidissait et le sifflement lointain du vent à travers les fenêtres brisées au-dessus. Je suis resté là un long moment, les mains toujours sur le volant, attendant que quelqu'un sorte du bâtiment et me fasse signe d'approcher. Après environ 2 minutes de silence, j'ai décidé de sortir et de regarder autour de moi. Le froid m'a frappé comme un mur dès que j'ai ouvert ma porte. Ce froid profond et mordant de janvier qui fait mal aux poumons à chaque inspiration. J'ai remonté la fermeture éclair de ma veste jusqu'à mon menton et je me suis dirigé vers l'entrée principale, mes bottes crissant sur le gravier gelé. La porte de l'entrepôt était une énorme chose coulissante en métal ondulé, rouillée sur les bords et pendue légèrement de travers sur ses rails. Elle était ouverte d'environ 1 mètre, juste assez pour qu'une personne puisse se faufiler. J'ai lancé un « bonjour » et ma voix m'a été renvoyée de quelque part à l'intérieur, plate et creuse. Aucune réponse n'est venue. J'allais m'apprêter à crier à nouveau quand j'ai entendu des pas derrière moi, et je me suis retourné pour voir 2 hommes marcher vers moi depuis la direction du petit bâtiment annexe de gauche. Ils avançaient avec une lenteur décontractée qui m'a mise mal à l'aise, les mains enfoncées dans les poches de leur lourde veste de travail. L'un était grand et large d'épaules, avec une épaisse barbe brune et une casquette de chasse camouflage tirée bas sur son front. L'autre était plus petit, maigre, avec une peau pâle et un crâne rasé qui faisait paraître ses oreilles trop grandes pour son visage. Le barbu a parlé le premier, sa voix portant à travers l'air glacé entre nous. Il m'a demandé si j'étais la bénévole, et j'ai répondu oui, que j'étais là pour récupérer les cartons de dons pour Heartland Wintered. Quelque chose a changé dans son expression quand j'ai dit cela. Une lueur d'amusement, peut-être, ou de reconnaissance.
Le plus petit avait fait le tour pour se placer à ma droite, se positionnant entre moi et ma voiture d'une manière qui semblait délibérée. J'ai senti une impulsion d'alarme traverser mon corps, un signal d'avertissement primitif que j'ai essayé d'ignorer. L'homme barbu m'a dit qu'il y avait eu un changement de plan, que les dons étaient entreposés dans le bâtiment arrière, et que je devrais les aider à tout charger. Il a désigné du geste le bâtiment annexe derrière lui, celui sans fenêtre et avec un cadenas ouvert accroché à sa porte. J'ai dit que j'allais simplement garer ma voiture pour faciliter le chargement. Mais quand je me suis tourné pour retourner à ma Subaru, l'homme plus petit se tenait déjà à côté de la portière conducteur, la main posée sur la poignée. Il m'a souri, un sourire mince et sans joie qui n'atteignait jamais ses yeux, et a dit qu'il n'y avait pas besoin de cela. C'est à ce moment-là que tout a changé. L'homme barbu a abandonné toute prétention d'amabilité et m'a dit que j'avais fait une erreur en venant ici. Il a dit que des gens comme moi essayaient toujours de leur voler, qu'ils venaient prendre ce qui ne leur appartenait pas. J'ai essayé d'expliquer que j'étais juste une bénévole, que quelqu'un de l'association m'avait envoyé, mais mes mots semblaient rebondir sur lui sans faire aucune impression. Sa voix est devenue plus forte, plus en colère, m'accusant de faire partie d'un complot pour les voler de leurs dons. Rien de tout cela n'avait de sens. Il n'y avait pas de dons ici. Pas de carton, pas de fourniture, rien que des bâtiments abandonnés et de la terre gelée. L'homme plus petit avait sorti quelque chose de sa poche, et quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que c'était un couteau avec un manche noir et une lame d'environ 10 cm de long. Il ne me le pointait pas, il le tenait simplement de manière détendue à son côté. Mais le message était assez clair. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. J'ai levé la main lentement et je leur ai dit que je ne voulais pas d'ennui. Que je partirais tout de suite et que je ne reviendrais jamais. Que j'oublierais d'avoir jamais vu cet endroit. L'homme barbu s'est approché, assez près pour que je puisse sentir l'odeur de cigarette sur sa veste et voir les capillaires brisés dans son nez. Il m'a demandé où était mon téléphone et j'ai menti sans réfléchir, disant que je l'avais laissé à la maison. Il ne m'a pas cru. Il a dit à l'autre de vérifier mes poches. Et avant que je puisse réagir, l'homme maigre était derrière moi, sa main libre fouillant dans mon manteau tandis que le couteau restait visible dans l'autre. Il a trouvé mon téléphone dans ma poche intérieure et l'a lancé à l'homme barbu, qui l'a attrapé et l'a immédiatement éteint. Puis il a demandé mon sac à main, mon portefeuille, tout ce qui avait de la valeur. J'ai dit que mon sac était dans la voiture, sur le siège passager, et il a envoyé l'homme plus petit le récupérer. Je me tenais là, dans le froid mordant, mon souffle formant de courts nuages blancs que le vent emportait instantanément, regardant un inconnu fouiller dans mes affaires. Il a sorti mon portefeuille, a compté les 43 $ que j'avais à l'intérieur et a empoché l'argent ainsi que ma carte de débit. Il a aussi trouvé mes clés, celles que j'avais stupidement laissées dans la console centrale. Et il les a tenues en l'air avec un regard qui m'a glacé le sang. L'homme barbu m'a dit de commencer à marcher vers le bâtiment annexe sans fenêtre. Je n'ai pas bougé. Chaque instinct que j'avais hurlé que si j'entrais dans ce bâtiment, je n'en ressortirais jamais. Je lui ai dit non, qu'il pouvait prendre ma voiture, tout prendre, mais que je n'allais pas entrer là-dedans. Pendant un moment, il m'a juste regardé comme s'il réfléchissait à quelque chose. Puis l'homme plus petit a bougé vite comme un serpent, et j'ai senti le bord froid de la lame se presser contre le côté de mon cou. Pas en train de couper, juste posé là, une promesse de ce qui pouvait arriver. L'homme barbu s'est penché et a dit que je pouvais marcher sur mes 2 pieds ou qu'il pouvait me traîner. C'étaient mes options. Mes jambes ont commencé à bouger avant que mon cerveau n'ait pleinement traité la menace, me portant vers ce bâtiment comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. L'homme plus petit est resté juste derrière moi, assez près pour que je puisse entendre sa respiration, tandis que l'homme barbu marchait devant pour pousser la lourde porte en bois. À l'intérieur, il y avait des ténèbres et une odeur qui m'a frappé avant que mes yeux ne puissent s'adapter. Quelque chose de pourri et de chimique, comme de la viande avariée mélangée à de l'essence. Ils m'ont poussé à l'intérieur et la porte s'est refermée derrière moi avec un claquement. Pendant quelques secondes, je n'ai rien vu du tout, juste une obscurité noire pressant de toutes parts. Puis l'homme barbu a allumé une lampe torche et j'ai vu où il m'avait amené. Le bâtiment annexe faisait peut-être 6 mètres sur 9, avec un sol en béton taché de sombres traces et des murs en bois nus couverts de dégâts des eaux et de moisissures. Dans un coin se trouvait une chaise pliante en métal avec du ruban adhésif enroulé autour des accoudoirs. Dans un autre coin, il y avait un tas de ce qui semblait être des vêtements, des manteaux, des écharpes, une seule botte de neige couchée sur le côté. Le long du mur du fond, quelqu'un avait empilé des bacs en plastique et des cartons, et j'ai remarqué plusieurs sacs à main et sacs à dos entassés près d'eux.
mon esprit essayait de traiter ce que je voyais, essayant de donner un sens à tous ces effets personnels qui, clairement, n'appartenaient pas aux deux hommes qui me retenaient captive. C'est alors que l'homme barbu m'a dit de m'asseoir sur la chaise, et quelque chose dans sa voix m'a fait comprendre que ce n'était pas une demande. Je ne sais pas ce qui se serait passé ensuite si le bruit n'était pas survenu. Un moteur de voiture, lointain mais se rapprochant, grondant sur la route de gravier en direction de la propriété. Les deux hommes se sont raidis, échangeant un regard qui m'a dit que cela ne faisait pas partie de leur plan. L'homme barbu a juré entre ses dents et a dit à l'autre d'aller voir qui c'était et de s'en débarrasser. L'homme plus petit a hésité, me jetant un coup d'œil, et l'homme barbu lui a aboyé de bouger. Une fois la porte ouverte et refermée à nouveau, je me suis retrouvé seul avec l'homme barbu dans ce bâtiment sombre. Il avait posé la lampe torche sur l'un des cartons, la pointant vers le plafond, de sorte qu'elle projetait une lueur faible sur tout. Son attention était divisée entre moi et la porte, écoutant les bruits de l'extérieur. J'ai entendu des voix, l'homme plus petit parlant à quelqu'un, une voix de femme répondant. Une autre bénévole, peut-être, ou quelqu'un qui s'était perdu. Dans les deux cas, elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle mettait les pieds. L'homme barbu a marmonné quelque chose à propos de complications et s'est dirigé vers la porte, gardant un œil sur moi. C'est alors que j'ai remarqué qu'il avait posé mes clés de voiture sur un bac en plastique juste à côté de la lampe torche, à environ 1 mètre de l'endroit où je me tenais. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. Ma main s'est refermée sur ses clés, et j'ai couru avant que mon cerveau ne rattrape mon corps, me précipitant vers une section du mur où j'avais remarqué que le bois semblait pourri et faible. Je l'ai frappé de l'épaule avec toute la force que j'avais, et les planches ont cédé dans une explosion d'éclats et d'air glacé. J'ai entendu l'homme barbu crier derrière moi, mais je n'ai pas arrêté, je n'ai pas regardé en arrière. J'étais dehors dans la lumière blanche aveuglante du jour, mes poumons brûlants alors que je courais dans la neige qui montait au-dessus de mes chevilles. J'ai pu voir une autre voiture garée près des camions, un Ford Explorer vert avec une femme debout à côté, l'air confus, tandis que l'homme plus petit lui parlait avec des gestes apaisants. J'ai hurlé à la femme de courir, de monter dans sa voiture et de partir. Elle m'a regardé, a vu mon visage, et quelque chose dans mon expression a dû la convaincre, car elle s'est précipitée vers sa portière. L'homme plus petit a fait un mouvement vers elle, mais elle était déjà à l'intérieur, verrouillant les portes. J'ai changé de direction et j'ai couru vers ma propre voiture, enfonçant la clé dans le contact avec des doigts qui semblaient appartenir à un étranger. Le moteur a démarré du premier coup, ce qui m'a semblé une sorte de miracle. J'ai passé la marche arrière et j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur, les pneus patinant sur la glace avant de mordre le gravier. L'homme barbu était sorti du côté du bâtiment annexe, se déplaçant rapidement, mais j'étais déjà en train de m'éloigner. Dans mon rétroviseur, j'ai vu la femme dans l'Explorer faire de même, ses pneus projetant une gerbe de terre gelée alors qu'elle reculait vers la route. Nous avons tous deux dévalé ce chemin étroit à travers le fourré, les branches raclant le métal, et je n'ai pas ralenti avant d'atteindre la route du comté 47. J'ai conduit directement au bureau du shérif à Millbrook, tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le volant droit. La femme dans l'Explorer m'a suivi tout le long. Elle s'appelait Candace, et elle avait reçu le même message Facebook pour faire du bénévolat pour Heartland Winter Aid. Elle avait été affectée au même endroit, prévu pour arriver 15 minutes après moi. Quand les adjoints ont finalement atteint le moulin à grains cet après-midi-là, les deux hommes avaient disparu. Mais ils ont trouvé le bâtiment annexe et ce qu'il contenait. Les effets personnels d'au moins 9 personnes différentes. Des cartes d'identité, des portefeuilles et des téléphones. Certains d'entre eux appartenaient à des individus portés disparus au cours des 2 hivers précédents. L'enquête a duré des mois. J'ai appris que la fausse association caritative opérait sous différents noms depuis au moins 3 ans, ciblant des personnes pendant les vagues de froid, quand le désespoir rendait les gens plus enclins à aider et moins susceptibles de poser des questions. Ils ont trouvé des installations similaires dans 2 autres endroits ruraux des comtés voisins, toutes liées au même duo. L'homme barbu s'appelait en réalité Vernon Dunlap, et il avait un casier judiciaire remontant à 15 ans, agression, vol et une accusation d'homicide involontaire qui avait été réduite à rien. Il a été arrêté en mars alors qu'il tentait de traverser l'Indiana avec un coffre rempli d'électronique volée et d'argent liquide. L'homme plus petit, dont je n'ai jamais su le nom, a complètement disparu et n'a plus jamais été revu. 3 corps ont finalement été retrouvés sur une propriété à laquelle Dunlap avait accès, enterrés dans des tombes peu profondes derrière une grange. Les victimes étaient toutes des personnes qui avaient répondu à ces fausses annonces caritatives. Des gens qui voulaient simplement aider leurs voisins à survivre au froid. Je pense encore à ce tas de manteaux dans le coin de ce bâtiment annexe.
Je pense à cette seule botte de neige couchée sur le côté. Je pense à quel point j'ai failli devenir un autre nom sur un rapport de personnes disparues que personne ne résoudrait jamais. Et je pense à Candace, dont l'arrivée au bon moment a sauvé nos deux vies, et à quel point ni elle ni moi n'avons plus jamais fait de bénévolat depuis. Personne dans ma famille ne parle plus de ce qui s'est passé chez Bridget. Si tu abordes le sujet, ils changent de conversation. Si tu insistes, ils se mettent en colère. Et si tu continues à insister, ils te regardent avec une expression que je ne peux décrire que comme un avertissement, comme si tu allais briser quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts à maintenir ensemble. J'écris ceci parce que cela fait 3 ans, et je me réveille encore parfois la nuit en pensant à ce soir-là, repassant chaque détail, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose de différent. Ma cousine Bridget organisait nos rassemblements familiaux depuis qu'elle avait hérité de la ferme de grand-mère à l'extérieur de Toledo. Et chaque 24 décembre, nous nous rendions tous en voiture depuis différentes parties de l'Ohio pour passer la nuit ensemble. Je venais tout juste de terminer ma certification d'enseignant cet automne-là, enfin libéré des prêts étudiants et des cours du soir, et ma petite Amina rendait visite à sa propre famille à Portland. Alors, j'ai fait les 3 heures de route depuis Columbus seul, me sentant bien dans ma vie pour la première fois depuis des années. Quand je me suis garé dans l'allée en gravier vers 16 heures, j'ai compté cette voiture déjà alignée le long de la clôture en bois. Tout le monde était arrivé tôt. La ferme avait l'air qu'elle avait toujours, des lumières blanches sur le porche, une couronne sur la porte, de la fumée s'échappant de la cheminée. J'ai pris mon sac de cadeaux et j'ai monté les marches, entendant déjà des voix et des rires de l'intérieur. Mais quand Bridget a ouvert la porte d'entrée, son visage m'a fait m'arrêter net. Elle a souri et a dit mon nom et m'a embrassé, mais ses yeux ne cessaient de bouger derrière moi, vérifiant quelque chose. Elle avait perdu du poids depuis Thanksgiving, et aucune quantité d'anti-cernes ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux. Avant que je puisse lui demander si elle allait bien, son mari, Oliver, est apparu à ses côtés et a posé sa main sur son épaule. Elle a sursauté juste une seconde, à peine visible. Puis Oliver me serrait la main, prenait mon manteau, me disant à quel point ils étaient heureux que je puisse venir. Je suis entré dans le salon où mes oncles discutaient de football, et j'ai chassé ce petit moment de mon esprit. Les premières heures se sont déroulées comme d'habitude. Ma tante Francine était dans la cuisine avec ma mère, toutes deux s'affairant autour du jambon et du gratin de haricots verts. Les enfants et les 2 garçons de mon cousin et la fille de mon oncle couraient dans la maison en jouant à un jeu qui impliquait beaucoup de cris. Je me suis assis sur le canapé avec une bière et j'ai discuté avec mon oncle Ray, qui m'a parlé de son opération du genou et de son nouveau camion avec le même niveau de détail. De temps en temps, je jetais un coup d'œil vers la cuisine où Bridget aidait avec la nourriture, et j'ai remarqué qu'Oliver n'était jamais loin d'elle. Il passait devant l'embrasure de la porte, vérifiait auprès d'elle, retournait dans le salon. À un moment donné, je l'ai vu se pencher et chuchoter quelque chose à son oreille, et elle a hoché la tête rapidement, les épaules tendues. Quand elle est sortie pour remplir les bols de chips, son sourire était si tendu qu'il semblait douloureux. J'ai croisé son regard et j'ai articulé silencieusement, « Ça va ». Mais elle m'a juste fait un pouce levé et a disparu dans la cuisine. J'ai attrapé son regard et j'ai articulé silencieusement, « Ça va ». Mais elle m'a juste fait un pouce levé et a disparu dans la cuisine. Vers 18 h, nous nous sommes tous rassemblés dans la salle à manger pour le dîner. Bridget et Oliver étaient assis à une extrémité de la longue table, mes parents à l'autre, et le reste d'entre nous remplissait le milieu. La nourriture était bonne, le vin coulait, et pendant un moment, tout semblait normal. Mais j'ai commencé à remarquer des choses, de petits détails. La façon dont Bridget demandait à Oliver avant de prendre un 2e verre de vin, non pas à voix haute, mais d'un simple regard, attendant son hochement de tête. La façon dont elle s'excusait pour des choses qui n'en avaient pas besoin, comme les petits pains légèrement trop cuits ou la sauce trop épaisse. Et 2 fois pendant le repas, Oliver l'a corrigée alors qu'elle racontait une histoire. Pas de manière plaisante, mais de façon plate et froide, comme un professeur corrigeant un élève. « Ce n'est pas comme ça que c'est arrivé », a-t-il dit à 2 reprises. Et à chaque fois, Bridget s'est tue et l'a laissé terminer l'histoire à sa manière. Ma mère a croisé mon regard de l'autre côté de la table, et j'ai pu voir qu'elle l'avait remarqué aussi, mais ni l'un ni l'autre n'a dit quoi que ce soit. Nous avons simplement continué à manger. Après le dîner, les hommes se sont installés dans le salon pour regarder un match tandis que les femmes faisaient la vaisselle. Je sais à quoi cela ressemble, mais c'est ainsi que cela se passait toujours lors de ces rassemblements. De vieilles habitudes d'une autre génération. J'ai proposé d'aider dans la cuisine,
mais ma tante Francine m'a écarté et m'a dit d'aller me détendre. Alors, j'ai pris une autre bière et je me suis assis dans le fauteuil d'angle, regardant à moitié la télévision pendant que mes oncles criaient contre l'écran. C'est alors que je l'ai entendu. Des voix dans le couloir, basses et acérées. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais j'ai reconnu le ton. C'était Oliver et Bridget, et quoi qu'ils discutaient, ce n'était pas amical. Je me suis levé pour aller aux toilettes, ce qui signifiait passer devant le couloir menant aux chambres à l'arrière. En m'approchant, je pouvais les entendre plus clairement. Oliver disait quelque chose à propos d'elle, qu'elle le faisait passer pour un idiot pendant le dîner, et Bridget s'excusait, sa voix petite et suppliante. J'ai arrêté de marcher. J'aurais dû continuer, j'aurais dû faire semblant de ne rien entendre, mais je suis juste resté là. Puis Oliver a dit quelque chose que je n'ai pas pu saisir, et Bridget a commencé à pleurer. Des sanglots étouffés, comme si elle se couvrait la bouche. J'ai fait un pas vers eux, mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, ma tante Francine est apparue de nulle part et a saisi mon bras. Elle m'a tiré en arrière vers le salon avec une poigne qui m'a surpris. Quand j'ai essayé de dire quelque chose sur ce que j'avais entendu, elle m'a coupé. « Laisse tomber », a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « C'est entre eux. Personne ne va gâcher Noël. » Je l'ai fixé, ne sachant pas si je l'avais bien entendu. Bridget pleurait au fond de la maison, clairement bouleversée, et ma tante me disait d'ignorer cela. J'ai essayé de discuter, mais l'expression de Francine m'a arrêté. Ce n'était pas de la colère, c'était de la peur. Elle avait l'air de quelqu'un essayant de garder un couvercle sur une casserole sur le point de déborder, et elle était terrifiée à l'idée de ce qui arriverait si elle échouait. « S'il te plaît, » a-t-elle dit, « va juste t'asseoir. Bridget ira bien. Elle va toujours bien. » Je voulais la bousculer, marcher jusqu'au bout de ce couloir et demander à Oliver ce qu'il croyait faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé ma tante me guider vers le salon, et je me suis assis dans ce fauteuil, et j'ai regardé le match sans voir une seule action. 10 minutes plus tard, Bridget est sortie avec un nouveau plateau de biscuits, son maquillage retouché, son sourire de retour en place. Personne n'a dit un mot. La soirée a continué. Nous avons fait l'échange de cadeaux vers 20h. Tout le monde s'est rassemblé autour du sapin pendant que les enfants déchiraient le papier d'emballage. J'ai offert à Bridget une écharpe que j'avais choisie dans une foire artisanale à Columbus. Et quand elle l'a ouverte, ses yeux se sont humidifiés pendant une seconde avant qu'elle ne cligne des yeux et me remercie. Oliver l'a observé tout le temps. Son bras drapé sur le dossier de sa chaise d'une manière qui semblait plus possessive qu'affective. J'ai remarqué que Bridget n'avait pas offert de cadeau à Oliver, ou si elle l'avait fait, il ne l'a pas ouvert devant tout le monde. Après les cadeaux, mon oncle Ray a suggéré que nous jouions aux cartes comme nous le faisions quand grand-mère était en vie. Nous nous sommes installés à la table de la salle à manger. Moi, Ray, mon père et le mari de ma cousine Neil, tandis que les autres restaient dans le salon avec les enfants. Oliver a dit qu'il allait aider Bridget à nettoyer les emballages de cadeaux, et les deux ont disparu dans le couloir en direction des chambres. J'ai essayé de me concentrer sur le jeu, mais je ne cessais de jeter des coups d'œil vers ce couloir, attendant qu'ils reviennent. 15 minutes ont passé, puis 20. Mon père m'a demandé si j'allais jouer ma main ou juste fixer le mur, et je me suis forcé à prêter attention. C'est alors que nous avons entendu le bruit. Il est venu de quelque part au fond de la maison. Un lourd bruit sourd étouffé, suivi du son de quelque chose qui se brisait. Du verre, peut-être, ou de la céramique. Tout le monde dans le salon s'est tu. Les enfants ont arrêté de jouer. Ma mère et ma tante Francine ont échangé un regard que je n'oublierai jamais. Pas de la surprise, pas de la confusion, juste une reconnaissance morose, comme si c'était quelque chose qu'elles attendaient depuis toute la soirée. Avant que quiconque ne puisse bouger, mon oncle Ray s'est levé de la table de jeu et a dit assez fort pour que toute la pièce l'entende, « Je m'en occupe ». Il a marché dans le couloir. Et quelques secondes plus tard, j'ai entendu une porte s'ouvrir et la voix de Ray, calme mais ferme. Je n'ai pas pu distinguer les mots. Puis une autre voix, celle d'Oliver, aiguë et défensive. Puis plus rien. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé être des minutes. Quand Ray est finalement revenu, son visage était rouge et il respirait fort, mais son expression était soigneusement neutre. « Tout va bien », a-t-il dit. Bridget a fait tomber une lampe. « Ce n'est pas grave. » Il a regardé autour de la pièce, faisant un contact visuel avec chacun de nous à tour de rôle. Personne ne gâche Noël. Je n'en pouvais plus.
Je me suis levé de la table de jeu et j'ai dit que je devais aller aux toilettes. Mon père a saisi mon poignet et m'a dit d'utiliser celle près de la cuisine, pas celle au bout du couloir. La façon dont il l'a dit, la fermeté de sa poigne, m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Quelque chose de mauvais s'était passé dans cette chambre du fond, et mon propre père essayait de m'empêcher de le voir. J'ai libéré mon bras et je lui ai dit que je serais de retour tout de suite. Le couloir était sombre, à l'exception d'une fine bande de lumière provenant de sous l'une des portes de chambre. En m'approchant, j'ai pu entendre la voix de Bridget, non pas en train de pleurer cette fois, mais calme, presque monotone, comme si elle récita un texte qu'elle avait mémorisé. J'ai frappé doucement et j'ai dit son nom. La conversation s'est arrêtée. Quelques secondes plus tard, la porte s'est entrouverte et le visage de Bridget est apparu dans l'entrebâillement. Elle avait changé de chemise. J'ai remarqué que le chemisier crème qu'elle portait pendant le dîner avait disparu, remplacé par un pull sombre à col roulé. Et il y avait quelque chose sur sa joue, une marque rouge, fraîche, en forme de doigt. Elle m'a vu regarder et a tourné la tête pour que la marque soit dans l'ombre. Elle m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle avait juste besoin d'une minute, que je devais retourner à la fête. Sa voix était plate et vide, comme quelqu'un lisant des répliques d'un script. Je lui ai demandé où était Oliver, et elle a dit qu'il était sorti pour se calmer. Je lui ai demandé ce qui s'était vraiment passé, et pendant une seconde, quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la peur. De l'épuisement, peut-être un désir désespéré que quelqu'un voie enfin ce qui se passait. Mais ensuite, c'était parti et elle a souri ce sourire horrible et forcé et a dit que ce n'était rien. Juste une stupide dispute, pas de quoi fouetter un chat. Derrière moi, j'ai entendu des pas. Je me suis retourné et j'ai vu ma mère debout au bout du couloir, les bras croisés, son visage illisible dans la faible lumière. « Reviens dans le salon », a-t-elle dit. Ce n'était pas une demande. Bridget a besoin d'un peu de temps seule. Personne ne gâche Noël. 3 fois maintenant. 3 personnes différentes. Les mêmes mots exacts. J'ai regardé Bridget, espérant qu'elle dirait quelque chose, demanderait de l'aide, me donnerait un signe que je devais rester, mais elle a juste hoché la tête et m'a fermé la porte au nez. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou. Oliver est rentré vers 22h, le visage calme, les mains dans les poches, agissant comme si rien ne s'était passé. Il s'est assis sur le canapé à côté de mon oncle Ray et en quelques minutes, il riait de quelque chose à la télévision. Bridget a finalement émergé de la chambre avec un maquillage frais qui cachait presque le gonflement sur sa joue, et elle s'est occupée de préparer du chocolat chaud pour les enfants. Je l'ai regardée se déplacer dans la cuisine. J'ai regardé la façon dont elle évitait de regarder Oliver. J'ai regardé la façon dont tout le monde évitait de la regarder. C'était comme assister à une pièce où tous les acteurs connaissaient leurs répliques parfaitement, où chaque mouvement était chorégraphié pour maintenir l'illusion que tout était normal. Vers 23h, les gens ont commencé à se coucher. La ferme avait 4 chambres, donc nous nous sommes répartis comme nous le faisions toujours. Les enfants dans des sacs de couchage dans le salon, les couples dans les chambres d'amis, les célibataires comme moi sur des matelas pneumatiques là où nous pouvions trouver de la place. J'ai installé mon matelas dans le couloir du haut près de la salle de bain, et je me suis allongé dans le noir en écoutant la maison s'apaiser. Je pouvais entendre des voix murmurer derrière des portes closes, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. À un moment donné, je dois m'être endormi, car la prochaine chose dont je me souviens est de me réveiller à la lumière grise du matin et au son de ma tante Francine hurlant. Je suis descendu en courant, encore à moitié endormi, le cœur battant, sans savoir ce que j'allais trouver. Francine se tenait sur le seuil de la cuisine, la main sur la bouche, fixant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Mes parents étaient déjà là, ainsi que mon oncle Ray et Neil, tous entassés autour de l'entrée de la cuisine avec des expressions que je n'avais jamais vues auparavant. Je les ai bousculés et j'ai regardé à l'intérieur. La cuisine était vide. La porte de derrière était grande ouverte, laissant entrer l'air froid de décembre, et il y avait des gouttes de quelque chose de sombre sur le sol, menant de la porte de derrière à la porte. Sur le comptoir à côté de la cafetière se trouvait l'alliance de Bridget. Juste posée là, soigneusement placée sur une serviette pliée, comme si elle l'avait enlevée pour faire la vaisselle et ne l'avait jamais remise. Oliver était assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Et quand il a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient rouges, mais son visage était vide. « Elle est partie », a-t-il dit. À un moment dans la nuit, je me suis réveillé et elle était partie. Il a désigné la porte ouverte, les gouttes sur le sol, l'alliance sur le comptoir. Elle est juste partie.
J'ai voulu appeler la police sur le champ. J'ai dit que nous devions appeler quelqu'un. Que cela n'avait aucun sens. Que Bridget ne partirait pas simplement dans le froid au milieu de la nuit, sans sa voiture, sans son téléphone, sans prévenir personne. Mais avant que je puisse terminer, mon oncle Ray a posé sa main sur mon épaule et l'a serrée assez fort pour faire mal. Elle était malheureuse depuis un moment, a-t-il dit, sa voix ferme et répétée. Elle a mentionné vouloir s'éloigner, recommencer ailleurs. Ce n'est une surprise pour personne qui a prêté attention. J'ai regardé autour de la pièce, attendant que quelqu'un soit en désaccord, attendant que ma mère ou ma tante ou quelqu'un dise que c'était insensé, que nous devions faire quelque chose, mais ils se sont tous tenus là, hochant la tête, leurs visages arrangés en expression de triste acceptation. Ma tante Francine a essuyé ses yeux et a dit que Bridget lui avait parlé de quitter Oliver, d'avoir besoin d'espace, de vouloir disparaître pendant un moment. Mon père a dit que nous devions respecter ses souhaits et lui donner du temps. Oliver était assis à la table, silencieux, les mains jointes devant lui, et je jure avoir vu quelque chose comme du soulagement traverser son visage avant qu'il ne l'enterre sous un masque de chagrin. Vers midi, tout le monde s'était mis d'accord sur l'histoire. Bridget avait des difficultés. Bridget était partie de son plein gré. Bridget nous contacterait quand elle serait prête. Personne n'a appelé la police. Personne n'a appelé ses amis. Personne n'a fait quoi que ce soit d'autre que de faire leurs valises et de rentrer chez eux comme si c'était un autre matin de Noël. Je pense souvent à ces gouttes sur le sol de la cuisine. Je pense à l'alliance sur la serviette, placée si soigneusement, si délibérément, comme si quelqu'un voulait que nous la trouvions et tirions une conclusion spécifique. Je pense à la marque sur la joue de Bridget, en forme de doigt, et à la façon dont elle sursautait chaque fois qu'Oliver la touchait. Je pense à la façon dont tout le monde dans cette maison a entendu le bruit, l'a vu changer de vêtements, l'a regardé couvrir ses ecchymoses avec du maquillage, et a quand même choisi de croire qu'elle était simplement partie. 3 ans maintenant, et Bridget n'a jamais contacté personne. Pas d'appel téléphonique, pas de mail, pas de lettres. Ses réseaux sociaux se sont éteints cette nuit-là et ne sont jamais réapparus. Oliver a vendu la ferme 6 mois plus tard et a déménagé quelque part dans le sud. Quand j'en parle à ma famille, ils se mettent en colère, me disent de laisser tomber. Ils me rappellent que Bridget a fait son choix et que nous devons le respecter. Personne n'a gâché Noël, m'a dit ma mère l'année dernière, sa voix froide. Et personne ne va gâcher Noël maintenant en remuant le passé. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Et je sais que quelque part dans cette maison, alors que nous dormions tous et faisions semblant que tout allait bien, quelque chose est arrivé à ma cousine que personne ne veut admettre. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de réponse. J'ai juste cette sensation de malaise dans l'estomac qui ne m'a jamais quitté. Et la famille qui me regarde comme une menace chaque fois que j'ouvre la bouche. Qu'importe ce qui est arrivé à Bridget cette nuit-là, la vérité est sortie par la porte de derrière avec elle. Et tout le monde que j'aime a décidé il y a longtemps que la trouver serait pire que de ne jamais savoir.